Cette seconde vidéo portant sur l'apprentissage de C# avec l'IDE Visual Studio concernera aujourd'hui les variables et leurs types. Alors, variable, c'est sans doute le concept le plus fondamental quand on veut apprendre un langage de programmation. Donc il est extrêmement important de bien comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle de variable. On peut voir une variable comme une boîte dans laquelle va être placé quelque chose. Donc cette boîte, il faut pouvoir la nommer un petit peu comme chez nous. Si on devait ranger des choses, des objets, on va préparer des boîtes et puis on va donner un nom à chaque boîte pour pouvoir retrouver ce qu'on y met à l'intérieur. Donc c'est exactement le même principe ici. Par contre, il y a une particularité dans le langage C#, c'est qu'on doit dire ce que l'on met dans la boîte. Alors ce que l'on met dans la boîte n'a rien à voir avec le nom de la boîte. Donc ici, on peut imaginer que dans une boîte à chaussures, on mettra un objet qui ne peut être qu'une chaussure. Donc si on veut mettre, je dis n'importe quoi, des tasses à café, on ne peut pas les mettre parce que cette boîte est prévue pour stocker des chaussures et rien d'autre. C'est exactement le même concept en programmation. Alors, en fait, une boîte en programmation va correspondre, bon c'est pas tout à fait exact mais bon ça facilite la compréhension, à un emplacement de la mémoire de l'ordinateur. Donc indiquer au programme que l'on va utiliser un emplacement de sa mémoire, il va falloir lui dire comment s'appelle cet emplacement de mémoire pour que lui puisse aller chercher l'information qui correspond au nom de l'emplacement mémoire que l'on va utiliser pour stocker l'information. Par exemple, on va commencer par déclarer l'âge d'une personne. Donc je vais marquer âge. Donc ici je déclare la boîte, c'est-à-dire le nom de l'emplacement mémoire qui va stocker un âge. Par contre, il faut indiquer tout au début, enfin juste avant le nom de la variable, ce qu'elle va permettre de stocker. Ici, l'âge, ça va être une valeur entière, donc on va mettre int, qui correspond à integer. Donc là, on vient de dire au programme, attention, prépare un emplacement mémoire qui va s'appeler âge, et dans cet emplacement mémoire, on va stocker une valeur entière. Ça porte un nom. En programmation, on appelle ça la déclaration des variables. Vous remarquerez que j'ai utilisé ici double slash, c'est pour écrire un commentaire. Ce commentaire en fait va être totalement ignoré par le programme lorsqu'il va être compilé. Donc on peut écrire ce qu'on veut, c'est très utile pour expliquer certains traitements qui sont un peu complexes à saisir à la lecture des lignes de code ou juste pour se mettre des mémoires ou des phrases explicatives. Il vaut mieux trop commenter son code que pas assez. Donc très souvent les bons programmeurs ont beaucoup plus de commentaires que de lignes de code. Alors ici on a déclaré la variable âge. Maintenant il va falloir indiquer une valeur que l'on va ranger dans cet espace mémoire qui s'appelle âge. Et on appelle ça l'initialisation des variables. Je vais réduire cette fenêtre là parce que j'en ai pas trop besoin. Je vais réduire celle-ci aussi. Alors pour initialiser une variable, c'est très simple. On tape son nom, on met égal et on rentre une valeur. Par exemple, on va rentrer 42. Alors on ne met pas 42 ans, puisqu'on a bien dit qu'on rentrait une valeur entière. Donc on a dit à l'ordinateur, attention, prépare-moi un emplacement mémoire qui s'appelle âge. Et ici on l'a initialisé, c'est-à-dire qu'on lui a affecté une valeur. Donc maintenant dans l'élément âge, il y a la valeur 42. Il n'est pas possible d'initialiser une variable sans la déclarer préalablement. Par exemple, je commande cette ligne-là. On voit ici, j'ai mon IDE qui m'indique que le nom âge n'existe pas dans le contexte actuel. Donc si j'essaye de compiler mon programme à ce moment-là, il va me donner une erreur de build, c'est-à-dire une erreur de construction. On va répondre non. Et puis ici, on retrouve le nom âge n'existe pas. On retrouve la ligne qui est concernée, c'est le programme 17. Il suffit de double-cliquer, va nous placer sur la ligne qui pose problème. Donc je vais décommenter cette ligne-là et on voit que le message disparaît. Maintenant, si je veux compiler le programme, on voit qu'il n'y a pas eu de problème à la compilation. Maintenant, nous allons rajouter une variable qui va stocker le nom d'une personne. Donc je vais marquer nom.
vous remarquerez, comme je ne l'ai pas dit préalablement, que chaque fin d'instruction, en fait une ligne de code correspond à une instruction, chaque fin d'instruction en C# doit se terminer par un point-virgule, sinon le programme ne sera pas compilable. Ici, on a dit qu'on ajoutait une variable nom. Cette variable nom va contenir le nom d'une personne. Alors, je préfère utiliser le nommage anglais, c'est-à-dire que tous les noms de variables vont être en anglais. Et ici, ce nom est de type chaîne de caractères, donc c'est le type string. Donc, j'ai déclaré ma variable name, donc un emplacement mémoire va être préparé. Et ici, l'emplacement mémoire est prévu pour recevoir une chaîne de caractères. Maintenant, je vais pouvoir affecter une valeur à la variable name, donc je vais l'initialiser. On parle d'initialisation lorsqu'il s'agit de la première fois où on affecte une valeur à une variable. Donc je prends name et je lui affecte une chaîne de caractères. Alors point particulier, je vais prendre mon prénom. Lorsqu'on utilise une chaîne de caractères, il faut utiliser les guillemets pour encadrer la chaîne de caractères. Nous allons tout de même compiler notre programme en affichant au moins le contenu de la variable name. Ici, on va marquer afficher le contenu de name dans la console. Ici, je vais utiliser system.console.writeLine et puis je vais indiquer dans les parenthèses que je souhaite, ou plutôt dans les parenthèses, que je souhaite afficher le contenu de name. Alors pour pas que le programme s'arrête sans qu'on ait rien vu s'afficher, on va pas bloquer, mais on va faire en sorte que le programme attende une saisie clavier avant de se fermer. Donc du coup on va rajouter un readline et comme ça il va attendre une saisie clavier. Je démarre le programme, on voit qu'ici il m'a bien affiché Emmanuel. Je pourrais rajouter une troisième variable, par exemple le poids. Et puis ce poids va correspondre à une valeur qui peut contenir une virgule. Donc on ne peut pas utiliser le type int qui est un entier. Alors, il y a plusieurs types pour stocker des nombres à virgule. Ici on va utiliser le type float. On peut lui affecter une valeur. Par exemple, on va mettre 15,6. Alors, petite particularité quand on utilise le type float, c'est qu'il va falloir mettre un F derrière pour spécifier la nature de la valeur qu'on lui indique. Si ici on vient de travailler sur trois types de données, il y en a beaucoup plus. Alors avant de faire une petite liste non exhaustive des types de données, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'IDE. Vous voyez qu'ici âge et weight sont soulignés en vert, mais pas name. Et quand on survole, on a une information, c'est tout l'avantage d'utiliser un environnement de développement digne de ce nom. Ici, on nous dit que la variable âge est assignée, mais que sa valeur n'est jamais utilisée. Donc ça, c'est utile quand on a fini un programme pour éliminer des variables qui en fait s'avèrent inutiles dans le programme. Alors je reviens maintenant sur les différents types de variables. J'ai dressé un petit tableau ici qui indique les types les plus courants. Donc je ne vais pas parler de la variable struct tout de suite. Bon, sachez simplement que on regroupe plusieurs informations dans une même boîte, on va dire à peu près ça. Ensuite on retrouve notre type int. Alors, on voit qu'on peut stocker quand même de très grandes valeurs. On peut également utiliser le type byte, donc c'est un octet finalement, c'est pour ça que ça va de 0 à 255. Donc si on a une petite valeur comme l'âge par exemple, on aurait pu utiliser le type byte. Alors on a le type char qui concerne un seul caractère codé sur 16 bits. Ensuite on a le type short quand on veut stocker des valeurs entières mais qui ne sont pas aussi grandes que le type int. Le type short est utile.
Alors pourquoi utiliser le type short plutôt que le type int, puisque finalement ça fonctionnera pareil? C'est juste que l'emplacement mémoire prévu ne va pas être aussi grand dans le cas d'un type short que dans le cas d'un type int, puisqu'ici sur le type short on est sur plus de bits que sur le type int. Ensuite on a le type bool qui correspond à un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, ou plutôt true ou false. Ensuite, si l'on veut stocker un nombre à virgule, on peut utiliser le type float. Donc on voit que ça permet quand même une précision assez grande, mais c'est 45 zéros avant le 14 ou 38 zéros après le 34. Donc c'est les notations décimales. Donc là, il faut revoir si vous ne savez plus les lire, hein. Ensuite, vous avez pour les très très grandes valeurs, donc supérieures à un int, vous avez l'entier long. Ensuite, vous avez le type string pour stocker les chaînes de caractères, nous l'avons vu. Ensuite, vous avez l'entier signé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker une valeur négative. Donc forcément, vu que ça prend un bit de plus, on n'a que la moitié des valeurs possibles, donc c'est-à-dire moins 128 à 127, mais on a toujours 256 possibilités. Le type ici, on retrouve le type int, mais avec des crochets, c'est ce qu'on appelle un tableau d'entier. J'y reviendrai dans un tuto ultérieur. Donc ici, on retrouve encore le type string, bon c'est une redondance, je me suis trompé, et le type double qui va permettre de stocker des valeurs à virgule très très précises. Il existe une confusion courante, c'est de croire qu'on utilisera le type double exclusivement pour stocker des nombres à virgule. C'est pareil pour le type float. En fait, c'est pas vrai. On peut très bien stocker un entier dans le type float ou dans le type double. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on va l'illustrer tout de suite. Par exemple, si je mets l'âge en int et que je mets le float, vous voyez que ça passe tout à fait. Ici, j'ai pas d'erreur de compilation. Si je compile, je me suis trompé de bouton. Si je compile, on voit que mon programme fonctionne tout à fait normalement. Donc j'ai le droit de stocker un entier dans un float. Par contre, ça me permettra également, si je change d'avis, de rajouter un nombre à virgule. Donc je vais revenir en arrière, donc CTRL Z. J'ai terminé pour les types les plus utilisés dans la programmation. Je vais simplement vous présenter un tableau qui regroupe les types en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Donc on peut voir que nous avons les données qui concernent des entiers. Donc on retrouve le byte entre 0 et 255, le short signé, etc. Donc ici, on voit bien que ce sont pour des valeurs non décimales. Tout à l'heure, le float, on en a parlé, le double décimal pour stocker les valeurs décimales, le type booléen, le type caractère, le type chaîne, les structures de données et les tableaux. Donc il existe encore d'autres types, mais pour commencer la programmation, c'est très largement suffisant de savoir ça, puisque la plupart du temps, on a des opérations fondamentales à faire, donc il va s'agir de stocker des chaînes et des nombres. Alors j'aimerais revenir sur un petit détail concernant la précision des valeurs qui peuvent être stockées dans des types de données. Par exemple, on peut se poser la question, à savoir, est-ce qu'il est possible de stocker de façon précise la valeur 0 dans un float, puisque ça apparaît comme le type adéquat. Et en fait, si on regarde bien cette question-là, on voit que si je représente un 0 dans un float, on va avoir 0 avec 45 zéros derrière et la valeur 14. Donc ça veut dire que dans un float, on ne peut pas stocker précisément la valeur 0. Alors ça n'a pas beaucoup de conséquences. Par contre, si vous prenez au niveau des transactions financières où il y a des milliards d'opérations par jour sur des milliards de devises, vous pouvez imaginer que ça commence à faire des gros écarts. Donc il y a des valeurs beaucoup plus précises que le float, comme le double, qui permettent de stocker une valeur encore plus précise. Ensuite, autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la valeur boolean false correspond à 0 et true à 1? Eh bien, en C#, ça n'a absolument rien à voir. On verra qu'il y a d'autres langages qui peuvent le confondre. Mais en C#, 0 ne signifie absolument pas false. Comme je l'ai écrit ici, ça voudrait dire qu'une carotte est égale à un chou, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, nous avons vu dans cette vidéo que
on devait indiquer quel type de variable nous allons utiliser dans le programme. Ça s'appelle la déclaration des variables. Et qu'une fois que ces déclarations ont été faites, on va leur affecter une valeur. C'est ce qu'on appelle c'est ce que l'on appelle initialiser une variable. Alors, petite remarque, on peut faire la déclaration et l'initialisation simultanément. Par exemple, si je donnais une autre variable de type chaîne en lui indiquant first name pour mon nom, et ici je pourrais l'indiquer directement de cette façon. Là, sur cette ligne, j'ai déclaré la variable et en même temps je lui ai affecté une valeur. On peut trouver également un autre type de déclaration. Par exemple, j'ai plusieurs variables de type chaîne à déclarer. J'aurais pu faire name, first name, etc. Tout ça en les séparant par des virgules. Alors ne vous souciez pas du fait que ça soit rouge, c'est juste que comme je les ai déjà déclarés dans name et first name, eh bien il me dit que je les déclare à nouveau. Bien, j'espère que cette petite introduction vous donnera envie d'aller un peu plus loin dans C#. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.